Eh bien, nous allons aller dans les coulisses financières. Comment l'Europe influence le financement des opérations militaires au Burkina Faso. Madame, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Eh bien, mesdames, messieurs, le déploiement d'une nouvelle mission militaire européenne au Ghana, au Togo, au Bénin et en Côte d'Ivoire vise notamment à prévenir une extension des activités des groupes djihadistes et contrer l'influence russe dans la région, nous fait savoir d'ailleurs l'Union européenne. L'Union européenne prévoit donc de déployer une nouvelle mission militaire dans 4 pays côtiers du golfe de Guinée à l'automne pour prévenir une extension des activités des groupes djihadistes et contrer l'influence russe dans la région. Eh bien, c'est ce qu'a rapporté le journal allemand Die Welt am Sonntag le dimanche 27 août dernier, citant les diplomates européens. Eh bien, mesdames, messieurs, dans le cadre de cette mission, des soldats et des policiers seront déployés au Ghana, au Togo, au Bénin et en Côte d'Ivoire. Et bien sûr, sans oublier le Burkina Faso qui, il faut le dire, est au centre de tout cela. La mission devrait être déployée dès que les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne l'auront officiellement approuvée lors d'une réunion qui se tiendra, et bien sûr, dans les jours à venir. Elle aura pour but de former et de conseiller les forces de sécurité locales, d'aider à la préparation d'opérations antiterroristes, d'apporter un soutien technique et de mettre en œuvre des mesures pour renforcer la confiance dans le secteur de la sécurité. Rappelant que le Bénin et le Ghana avaient déjà officiellement invité l'Union européenne à déployer la mission sur leur territoire, Die Welt am Sonntag a précisé que les États de la région et l'Union européenne craignent que les groupes islamistes n'étendent leurs activités de la zone du Sahel vers les pays côtiers du sud du golfe de Guinée, ce qui entraînerait une instabilité encore plus grande dans la région. Eh bien, ils aiment tellement les pays africains qu'ils veulent prévenir en tout cas les attaques des djihadistes. Des attaques terroristes menées par des groupes affiliés à État islamique ou encore Al-Qaïda ont secoué ces dernières années des pays tels que le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Mais qui est-ce qui a demandé aux soldats de l'Union européenne de financer les opérations militaires au Burkina Faso? Est-ce parce que la Russie a pris l'initiative de venir aider le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, contre la montée en puissance des djihadistes? Eh bien, il faut rappeler que le journal allemand précise d'autre part que l'Union européenne souhaite également contrer l'influence russe dans la région, qui s'est répandue par le biais du groupe paramilitaire Wagner. Et pourquoi est-ce que l'Union européenne pense seulement à ça maintenant? Et qu'est-ce qui se cache finalement derrière? Eh bien, nous allons vers les coulisses financières, comment l'Europe influence le financement des opérations militaires au Burkina Faso. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfendom, il est homme politique de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, il est panafricaniste, il est notre invité ce matin. Patient Parfendom, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Sylve Josselengos, bonjour à nos techniciens, bonjour à toutes les bonnes volontés, les bonnes âmes qui ont une pensée pour les massacres que subissent les faibles, si on peut les appeler ainsi, de ce continent, de cette planète, et regardent avec beaucoup d'étonnement les bien-disants, ceux qui estiment être au centre du monde, ceux qui s'estiment être les gendarmes du monde, ceux qui estiment être les faiseurs de démocratie, de justice, qui se battent pour la justice, des droits de l'homme et tout ce que vous voulez, assister, impassible, muet, complice de ce nouveau génocide qui se passe sous nos yeux. Nous n'avons pas été là pendant les 2 grandes guerres, comme on dit, mais là, nous découvrons l'horreur des enfants amputés, des bébés amputés, des gens qui n'ont plus de logis. On leur coupe l'eau, on coupe l'électricité, on coupe le carburant, on bombarde les hôpitaux, on tue les enfants. Un véritable boucherie. Un massacre perpétré par M. Netanyahu et son gouvernement de droite et d'extrême droite. Et tout ça sous le label de soi-disant peuple élu, je ne sais pas par qui. Ça fait vraiment très mal de constater que ceux qui donnent des leçons aux Africains, ceux qui sont prêts à venir aider les Africains pour empêcher une propagation, disent-ils, de djihadisme, de terrorisme djihadisme, pour qu'elle n'embrasse pas non plus le golfe de Guinée, sont les mêmes, je parle par exemple à M. Olaf Scholz, vous êtes vraiment un descendant de nazis qui soutiennent Israël
dans cette campagne d'horreur, dans cette campagne de terreur vis-à-vis des pauvres enfants palestiniens, les pauvres femmes palestiniennes. Ce n'est pas acceptable. Le panafricaniste que je suis ne peut pas s'accommoder avec de telles barbaries, telles sauvageries en plein XXIe siècle. Et même l'humain que je suis tout court pose des questions sur est-ce que c'est le même sang qui circule dans nos veines que chez d'autres? Parce qu'avoir ce cœur et ce niveau de sadisme il faut vraiment avoir été fait d'autre chose que de même sang qui circule dans mes veines. Merci pour cette invitation et nous sommes là pour continuer ce combat. Il y a des nuits qu'on passe qui sont de véritables cauchemars parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait. Quand on se réveille le lendemain, on vous écoute et on voit la panoplie d'horreur qui s'est produite au moment où nous avons fermé les yeux. On se dit Dieu créateur. On fait appel à nos ancêtres en leur disant bougez. Il y a quelque chose de très malsain qui se prépare sur cette planète. Merci pour cette invitation. Très heureux de vous avoir, patient parfait d'homme. Coulisses financières, comment l'Europe influence au financement des opérations militaires au Burkina Faso. Eh bien, patient parfait d'homme, l'Union européenne s'est réveillée et prévoit de déployer une nouvelle mission militaire dans les pays du Golfe de Guinée, précisément au Burkina Faso. Eh bien, autre chose également, l'Union européenne nous fait savoir qu'elle veut réduire la montée en puissance de la Russie, on le dit comme ça, dans les pays du Sahel. Qu'est-ce qui se cache derrière ces financements des opérations militaires? La première chose qui se cache et qui ne se cache pas, nous sommes dans un pays où les gens aiment les authentifications, mais ça, on ne peut pas dire qu'on va authentifier cette affaire-là. C'est aussi gros que le Mont Cameroun. C'est la bataille. La bagarre que l'Occident impérialiste est en train de livrer à tous ceux qui veulent sortir de leurs griffes. Et ils vont utiliser tous les moyens, surtout les moyens qu'ils ont à leur disposition. Et l'un de ces premiers moyens aujourd'hui, c'est la question des robinets financiers. Et vous savez que regardez les pays où leur dévolu a été jeté, ce sont des pays qui sont sous domination financière et monétaire d'une puissance qui est leur allié, qu'on appelle la France. On a assisté à un conflit violent et meurtrier dernièrement en Éthiopie. Pourquoi ces mêmes gens n'ont pas proposé les mêmes solutions à l'Éthiopie? Pourquoi ils n'ont pas fait des déclarations en disant nous allons en Éthiopie? Pourquoi? Mais regardez les pays qui ont été choisis, ce sont des pays qui sont totalement sous domination de l'Occident. Et ils peuvent se gargariser, n'est-ce pas, en gonflant un peu les pectoraux, en disant nous allons, on va. Parce que dans ces pays, ils se comportent comme un terrain conquis. Ils sont des véritables maîtres de ces pays. Ils contrôlent leur argent, ce fameux franc CFA, cette monnaie nazie. Ils contrôlent le pouvoir politique qu'ils ont eux-mêmes mis en place. Ils contrôlent complètement toute l'économie de ces pays dont leur tutorat, ce sont les institutions de Bretton Woods. Aucune initiative économique ne peut être prise dans ces États si cette initiative ne reçoit pas l'aval ni du Fonds monétaire international ni de la Banque mondiale. La plupart de ces États vivent sous perfusion, n'est-ce pas? C'est pour ça que tout le temps, vous avez des accords bilatéraux, multilatéraux avec le Club de Rome, le Club de Paris et toute cantine. Voilà la réalité. Mais ailleurs, où les gens ont réussi à arracher leur souveraineté, vous ne pouvez pas écouter ce type de discours qui n'ont plus aucun sens aujourd'hui. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'ils sont en perte de vitesse économiquement. On vous dit qu'un pays comme la France est pratiquement sous contrôle économique de l'Union européenne actuellement. Pourquoi? Parce que l'économie française est en dégringolade. C'est-à-dire que tous les fondamentaux, tous les agrégats économiques de Paris commencent à virer au rouge. Donc, ne soyez donc pas étonnés que un tour de vis supplémentaire soit fait du côté africain, qui était un peu comme leur grenier, où se servait à bouche que vêtue. Depuis qu'il y a de nouvelles réalités, ce que j'aime appeler une tendance lourde, avec le fait que nous voyons comment l'Alliance des États du Sahel, qui prend des décisions, qui prend des orientations, qui ne sont pas du tout dans le cadrage de ce que le monde impérialiste avait voulu, et qui dénote d'une certaine volonté de se libérer totalement des chaînes de l'asservissement. Et évidemment, vous pouvez voir qu'on descend un peu vers le sud, on s'adresse maintenant au Togo, au Bénin, au Ghana, à Côte d'Ivoire, dans des pays qui sont encore totalement sous leur domination, qui répondent
oui, messieurs, oui, messieurs, oui, messieurs, yes, sir, yes, sir, yes, sir, et qui sont pour l'instant le ventre mou de cette nouvelle révolution africaine. Il y a eu les années 50, nous avons perdu le coach. Si l'Afrique perd le coach là, de sa détermination à se rendre libre, cette fois-ci, je pense qu'il faudra encore attendre 100 ans. C'est pour cela que l'Europe joue son va-tout, parce qu'une Afrique libre, ça déséquilibre tout. Pourquoi maintenant? Mais maintenant, parce que il y a des avancées majeures sur le plan international. J'aime toujours vous dire, chaque fois que vous faites l'analyse de ce qui se passe dans vos propres pays, faites d'abord l'analyse de ce qui se passe sur le plan mondial. Partez d'abord de l'international avant de revenir au local. Sinon, il y a beaucoup de choses qui vont vous échapper. Et vous allez finir par continuer à vous écharper entre vous, comme on l'a vu au Cameroun, avec un décret authentifié, non authentifié, un faux, un vrai faux, un faux vrai, où on ne s'en sort pas et on se rend bien compte qu'on voit nos élites, tout ça disant, entre guillemets, qui se charquent, qui s'entre-déchirent, alors que le fond du problème, c'est ce qui se passe au niveau du big picture. Pourquoi? Parce qu'il ne faut jamais accepter que les pays qui étaient dominés hier, qui étaient sous domination hier, qui ont placé un certain nombre d'individus appelés élites, dirigeants politiques, dirigeants économiques, sortis de Harvard, de Sorbonne, de HEC, de Lille, etc., de l'école de journalisme, je ne sais pas d'où, ce sont ces gens-là qui dirigent nos pays, de véritables idiots, n'est-ce pas, de service, qui ne comprennent pas que le monde a pris un autre tournant, et c'est avec ces gens-là qu'ils continuent de tenter de jouer. Donc, ils savent qu'ils ont ces éléments, ils savent qu'ils ont ces supplétifs locaux, et qu'ils peuvent s'appuyer sur eux pour freiner la marche en avant des peuples africains vers leur libération. Et donc, ne soyez pas étonnés quand vous parlez du Ghana. Ne soyez pas étonnés quand vous parlez des pays que vous avez cités, qui sont complètement de véritables chiens couchants, n'est-ce pas, de leurs intérêts ici dans notre continent. Mais malheureusement pour eux, quand le vent souffle, il n'épargne personne. Ce vent de la liberté, ce vent de la libération du continent qui est en train de souffler, c'est une tendance lourde, je répète. Elle va balayer tout sur son passage. Et malheur à ceux qui ne veulent pas comprendre ce qui est en train de se passer. Le tocsin qui a sonné, il a sonné pour tout le monde. Pour qui sonne le glas, me direz-vous? C'est une bonne question d'ailleurs. Pour qui sonne le glas, allez savoir. Jusqu'à preuve de contraire, il y a également ce problème de l'Union européenne. Il parle de la montée en puissance de la Russie dans les pays du Sahel. Et cette montée en puissance pourrait justement, selon l'Union européenne, c'est pas moi qui le dis, toucher les autres pays du Golfe de Guinée. Mais je sais pas pertinemment que vous avez été quelqu'un qui a joué au football, parce qu'on ne peut pas avoir été un enfant d'un ganguet et avoir eu des petits frères comme Assogo Kone pour avoir joué au football. Au football, à l'époque, quand on était défenseur, on dit que tu le colles, n'est-ce pas? Oui. C'est comme cul et chemise, excusez-moi l'expression. Il bouge, tu bouges. Il se déplace, tu te déplaces. Il monte même dans son propre camp. Tu vas dans son propre camp. On passe, ballon ne passe. Voilà. C'est la même, je dis comme ça simplement pour comprendre qu'ils sont tétanisés, ils ont pris la mesure du danger qui est en train d'arriver. Et là maintenant, partout où sera la Russie, ils vont tenter, n'est-ce pas, d'aller là-bas pour soi-disant bloquer la Russie. On l'a vu au Niger. Sitôt que même le Niger a fini par prendre langue avec les autorités russes d'ailleurs qu'il a réussi dernièrement, vous voyez les Américains se précipiter aussi en disant nos lettres de créance, nous sommes là, on va pas laisser les Russes une fois de plus nous arracher notre terrain comme l'ont fait pour le Burkina et pour le Mali. Donc nous sommes là, ça va être un mano à mano mortel. Tu me tiens, je te tiens. Bon, écoutez, ça donne c'est tellement enfantin parce que ça dénote aussi d'une volonté d'un tribalisme primaire qui tend à faire croire à l'opinion internationale et à leurs propres opinions que les Africains ne réfléchissent pas et les Africains ne savent pas où sont les intérêts aujourd'hui. Les Africains savent où sont les intérêts aujourd'hui. Ils ont bien compris qu'avec l'Occident, dans la formule actuelle, le type de relation qu'il a avec les pays africains que nous sommes, nous n'avons rien à gagner. Au contraire, nous avons à nous libérer à faire notre marche en avant, à choisir de nouveaux partenaires dans notre marche en avant. Après, on verra, quand on sera enfin souverain, on va définir nous-mêmes le type de coopération que nous allons décider d'avoir avec eux. Mais pour l'instant, toute coopération que ces gens-là, avec, pendant les décennies, on les a vus à l'œuvre. C'est-à-dire que leur espérance est derrière nous. Ils nous apportent rien de neuf.
Il dit donc que toute forme de coopération avec ces gens-là aujourd'hui, c'est pour freiner, tout faire, pour freiner notre marche en avant vers notre libération. Et ça, je vous le dis, Steve Jocelyn Ngoz, les Africains ne sont plus prêts du tout à l'accepter. Pourquoi penser au Burkina Faso sans le Burkina Faso? Comme on veut penser à l'Afrique sans les Africains, il n'y a pas que le Burkina Faso. Parce que c'est l'Union européenne qui prend la décision de vouloir financer les opérations militaires au Burkina Faso sans en avoir averti les autorités burkinabées. Ça peut faire sourire, mais ça montre le niveau de désarroi qui s'est emparé, n'est-ce pas, de cette élite au pouvoir en Occident. Ils sont complètement perdus. Et qui lui crut? Parce que quand on débat comme ça, on dit ces choses-là comme ça, il faut peut-être mettre d'abord en avant un certain nombre d'agrégats, à la fois politiques, économiques et sociaux, concernant un pays comme le Burkina Faso. On regarde dans leur propre classement d'indices de développement des pays où se situe le Burkina Faso. On comptait comme étant le pays le plus pauvre. L'un des pays, comme personne n'aurait pu s'imaginer qu'au Burkina Faso peut naître un leadership, comme le leadership d'Ibrahim Traoré, et dire non à ceux-là qui pensaient que mais il n'y a rien là-bas, on n'a pas à s'occuper de ça, occupons-nous d'autres choses importantes, là-bas c'est rien. Le jour où on va tousser fort, tout le monde va s'aplatir. Mais que ce soit là-bas, qu'ait pu naître ce leadership pour dire non. Je pense que c'est le point faible des élites occidentales. Ils ne voient pas venir. Ils continuent d'utiliser les vieux chemins d'un raisonnement qui est complètement dépassé. Ils sont incapables d'être up-to-date, de s'adapter à la nouvelle réalité mondiale aujourd'hui. Et j'ai l'impression que nous parlons de la refondation de l'éducation chez nous en Afrique, mais l'Europe devra aussi refonder ses modes de pensée, ses schémas de pensée, ses modes d'attribution de ce qu'ils appellent les notations de connaissance d'intelligence. Même leur QI, j'ai l'impression que c'est un QI qui est en pleine régression, parce que se comporter comme il se comporte là, c'est pire que la méthode Coué. Cette décision a été prise, de l'Union européenne a été prise, on le dit comme ça, quelques jours, alors quelques semaines après que le Burkina Faso ait pris la décision de créer une raffinerie d'or qui produira 400 kg d'or par jour. Est-ce un regret? Mais pire qu'un regret, ils avaient tout pour pouvoir aider ces pays à aller de l'avant. Ils ont tout fait pour les renvoyer dans les abîmes de la misère. Ces pays se sont révoltés. Ils ont décidé de se faire accompagner par de nouveaux partenaires. Et là, tous les horizons s'ouvrent. C'est l'histoire du crapaud qui vit au fond du puits et qui n'a pour horizon indépassable que la fine lumière que le fond du puits. Au bout du siècle. Voilà. Maintenant, si ce crapaud savait qu'en sortant du puits et en regardant le monde tel qu'il est, l'horizon qui était retrécé pour lui s'élargirait à des dimensions impossibles, inimaginables pour ce pauvre crapaud qui est au fond de son puits. Je crois que ce pauvre crapaud ne serait pas si malheureux. Voilà, quand j'essaie de caricaturer ce qui arrive en Afrique aujourd'hui. Pendant longtemps, nos élites ont cru que, n'est-ce pas, du cercle de l'Occident, il n'y a pas d'autre avenir pour nos pays et pour nos peuples. Aujourd'hui, qu'on a déchiré le voile avec la projection dans le futur de ce monde multipolaire, les pays africains découvrent de plus en plus, les peuples africains découvrent de plus en plus que notre horizon est illimité. Il n'est pas resté confiné à la vision obtuse que nous imposait l'impérialisme occidental, que nous imposait leurs supplétifs ici, qui ont été formés par eux, qui sont dans leur propre cercle ésotérique, ils sont passés par leurs écoles, ils ont le même mode de pensée, ils ont le même complexe qui en font des hommes, pas des citoyens, mais des hommes de seconde zone. Ce complexe de ce racisme primaire qui font des petites gens face à l'homme blanc qui montait sur un cheval blanc pouvait venir bastonner un véritable père de famille chez lui un dimanche parce qu'il aurait été absent à la messe. Voilà d'où nous sortons. Et nous arrivons avec des jeunes qui se disent, mais c'est pas possible. Mais nous avons été dans les mêmes écoles qu'ils n'ont pas été plus brillants que nous.
Nous sommes même dans les secteurs où nous sommes confinés en disant, laissons-le jouer là-bas, c'est le sport, même les plus barbares. Et là-bas, on voit comment l'homme noir, il rien à mettre. Et ce qu'ils ont caché à ces gens dont ils ont lobotomisé les cerveaux, c'était de dire que toutes les innovations, toutes les inventions du monde moderne, c'est l'homme noir qui est à la base. Et de plus en plus que ce voile se déchire, que ces œillères nous quittent les yeux, on voit cette réalité-là, on dit, tiens. Mais on a vraiment été, excusez-moi l'expression, niqué à fond. C'est pour ça que cette révolte est en train de jaillir de l'homme africain, et cet homme-là est capable aujourd'hui de dire aux Occidentaux, bon, écoutez, mettez-vous un peu de côté. Regardez ce que c'est l'humanisme. Regardez ce que nous sommes capables de produire comme savoir. Regardez ce que nous sommes capables de produire comme solidarité, comme fraternité. C'est nous, l'homme africain, l'homme premier. Vous, c'est vous maintenant qui allez prendre les leçons. Ce n'est plus nous qui allons vous écouter. Les rôles sont totalement inversés, et c'est ça qui crée cette panique que vous voyez au niveau de l'Occident. Ils peuvent encore continuer à espérer que comme nous continuons d'utiliser une monnaie qui est la leur, ils vont, et dans un système soi-disant économique et financier qui contrôle, ils ont encore une petite marge de manœuvre. Mais jusqu'à quand? Tout le monde voit très bien que nous sommes arrivés à la fin de ce cycle, et que très bientôt, nous allons rentrer dans un cycle. Oh, je peux vous assurer, et ça a déjà commencé, les indices sont là déjà. Allez regarder ce qui se passe en Allemagne, qui était le champion des économies européennes. Allez voir. Ça ferme à tour de bras les entreprises. Ça ferme à tour de bras les entreprises. C'est la désolation. C'est la catastrophe qui arrive en Allemagne. C'est un indicateur fort pour vous dire ce qui attend le reste de l'Europe bientôt. Donc, pour les Africains que nous sommes, nous avons tout pour être heureux. Nous avons nos cerveaux qui brillent de mille feux. Nous avons un espace immensément riche. Nous devons tout faire pour que notre avenir ne soit pas l'avenir des enfants de Gaza. Nous devons tout faire pour que notre avenir ne soit pas l'avenir des enfants de Palestine. Et pour cela, nous devons prendre de bonnes décisions. Et je pense que quand on regarde la charte du Taco Gourma, les signataires de cette charte-là, nous pensons que l'Afrique est sur la bonne voie. Je vais vous poser quand même la question, je ne voulais pas vous la poser. L'Union européenne pensait-elle que le Burkina Faso va accepter justement le financement des opérations militaires sur son sol? Vous-même, Steve Joselengos, quand nous étions encore à l'école primaire, on nous apprenait que le désert, il n'y a rien là-bas, il n'y a que du sable, le soleil qui tape à ne plan fini, avec des degrés inimaginables. Donc c'est la pauvreté, c'est la misère. Il n'y a rien de bon qui peut sortir là-bas. Mais depuis un certain temps que vous, dans vos nombreuses recherches, dans vos nombreuses lectures, dans vos nombreux apprentissages, vous nous dites que le coin qu'on nous disait que c'était un coin pauvre, misérable. Mais c'est là-bas qu'il y a l'Eldorado. Il y a tout là-bas. Tout. Des richesses incroyables. Même le désert libyen est riche. On vient de nous dire qu'on a démasqué les orpailleurs qui viennent de Tchad, de gauche à droite, qui exploitent illégalement l'or libyen. Qui croyait? Quand on parlait de la Libye, on voit seulement le pétrole. Donc même ils ont aussi l'or, mais pire encore, ne l'oublions pas. Avec le phénomène de dédollarisation, et qu'on va revenir à l'étalon or, vous voyez donc qu'on est riche, non? Très riche. Nous sommes riches, donc il suffit seulement qu'on soit mieux organisé, organisation, discipline, une défense plus que musclée, et puis bon, on refonde l'éducation, ce qu'on met dans la tête de nos enfants pour qu'ils soient capables de transformer leur environnement immédiat, et voilà, c'est le boulevard qui est ouvert vers la prospérité, vers le bien-être, vers l'élévation du standard de vie des Africains. Comme le déclarait Oumio, merci à vous, Patient Parfait, de nous avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous dis merci, et merci à tous ceux qui sont restés fidèles à Panafricanist TV. C'est une année laborieuse que nous sommes en train de terminer, quand soutenez toujours cette belle expérience, cette belle aventure. C'est l'Afrique qui gagne. Merci mesdames, messieurs, à vous également de nous avoir suivis. Bonne journée à toutes et à tous.